Je poursuis pour la deuxième semaine, deuxième capsule. Donc, à travers, encore une fois, le PowerPoint, qui me sert de support pour euh, donner les principales informations au sujet de la théorie concernant le modèle atomique de Bohr, entre autres, que j'avais euh, pendant la capsule précédente, presque l'entièreté de la capsule précédente, je l'avais consacré au phénomène qui est responsable finalement de l'émission de photons de la part des atomes dans lesquels à travers lesquels les électrons ont reçu de l'énergie. Donc là, je vais montrer dans l'animation qu'un électron, par exemple, peut être bombardé par d'autres électrons et ainsi inciter les atomes à émettre des photons de différentes longueurs d'onde. Donc, c'est ce que je résume un petit peu ce qu'on a vu à l'animation, la capsule précédente ici. Donc, l'électron se déplace sur certaines orbites circulaires. Donc, on a vu que un électron dans une couche inférieure pouvait recevoir de l'énergie, par exemple par un électron incident qui arrive en collision avec lui, et lui donner de l'énergie pour lui permettre d'accéder à des niveaux supérieurs. Mais tout de suite après, la stabilité de l'atome, donc l'attraction du noyau entre autres, fait en sorte que l'électron immédiatement est incité à revenir à sa position initiale. Et pour ce faire, il doit se débarrasser de l'excédent d'énergie et il va le faire sous forme de morceaux de lumière, de photons, donc de morceaux d'ondes électromagnétiques. Donc il y a émission d'un rayonnement seulement si un électron passe d'une orbite permise à une autre orbite de niveau inférieur. Donc c'est la descente de l'électron d'un niveau plus loin du noyau vers un niveau plus près du noyau qui va correspondre à l'émission d'un photon ou d'un rayonnement d'une longueur d'onde dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre le niveau de départ, le niveau supérieur, et le niveau d'arrivée à un niveau inférieur. Donc le module du moment de l'électron ne peut prendre que des valeurs, autrement dit l'énergie de l'électron ne peut prendre que des valeurs entières spécifiques. Donc ça réfère à la à la, à la quantique, la physique quantique, donc que les niveaux sont quantifiés. L'excitation et ionisation des atomes, ça peut se faire par collision, comme on l'a vu, ça peut être des électrons, comme on a vu dans l'animation de la capsule précédente. Ça peut aussi être de la lumière, des photons, qui vont rentrer en collision avec les électrons. Entre autres, c'est sur ce principe-là que fonctionnent les panneaux solaires, par exemple. Donc, l'énergie, les photons arrivent en collision avec des électrons de l'atome, du matériel avec lequel est composé le panneau solaire. Donc, ce qu'on appelle la cellule photoélectrique. Et puis, les photons arrivent en collision et ça crée l'émission d'un électron. Justement, avec ça, j'ai une animation donc, qui permet de... Tantôt, l'animation de la section précédente, euh, c'était un- et là, bon, j'ai dit que j'avais une animation, là. Bon, je suppose en avoir une. Donc ici. Donc vous voyez justement, vous avez un atome et il y a un photon qui arrive. Donc je vais mettre ça en taille plus grande un petit peu, comme ça. Donc vous avez un atome qui est quand même assez lourd, là. Je sais pas à quel élément que ça correspond, là. J'ai pas pris la peine de compter les électrons. Mais c'est un élément qui est quand même assez lourd. Et puis vous allez voir arriver un morceau de lumière. Donc, imaginez que l'atome, ça fait partie d'une cellule photoélectrique d'un panneau solaire. Et là, ben, la lumière du soleil arrive. Donc, on est bombardé de photons par le soleil de toutes sortes de longueurs d'onde. Et puis, là, justement, il y a un photon qui va arriver. Voilà. Donc, vous avez un morceau d'onde ici. Donc, on reconnaît la forme, là, le cycle sinusoïdal. Un morceau d'onde qui arrive. Donc, et voilà. Là, il n'y a pas eu, il y a eu une déviation, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Donc, c'est l'effet Compton qui est ici. Donc, le photon arrive. Donc, là, excusez-moi, là, j'ai fait une pause sur l'animation. Ça gêne un petit peu. On va le recommencer comme ça. Donc, le photon arrive, percute un électron. Et là, l'électron s'en va.
Et si le photon atteint un électron près du noyau, l'électron est ionisé, l'atome est ionisé, l'électron s'en va, et hop, vous voyez, il y a un électron qui est réapparu. Cet électron-là, qui a comblé la place de l'électron qui, lui, a été bombardé par le photon. Donc, je vais reprendre l'animation, là, pour être plus clair un peu. Comme ça. Donc, je vais reprendre à ici. J'ai tout repris trop tard un petit peu. Attendez un instant. Misère. C'est juste un phénomène qui m'intéresse que je vais vous montrer ici, là. Donc, vous voyez, le photon qui est arrivé. Ça, c'est l'effet Compton. Là, je comprends pas comment ça se fait que mon écran... Je suis plus en plein écran. Bon, on va reprendre ça. Attendez un instant, là. Voilà. Donc, c'est l'effet Compton que vous voyez ici. Donc, c'est à la base même du principe des cellules photoélectriques, comme les panneaux solaires. C'est à la base aussi des détecteurs CCD qui sont placés à des endroits spécifiques à l'intérieur du spectromètre à émission optique qui détectent les différentes longueurs d'onde, transforment l'énergie électromagnétique, donc l'énergie lumineuse, en courant électrique. Et comment ce courant électrique-là est généré? Bien, si on regarde l'effet Compton, donc au moment où le photon percute un électron d'une couche près du noyau de l'atome, on va le voir très bien ici, donc vous voyez le photon arrive, il va percuter un des deux électrons de la première couche, le photon va transmettre une partie de son énergie à l'électron, ce qui va permettre à l'électron de quitter l'atome. Donc, vous voyez, vous avez l'électron qui va complètement quitter l'atome. Ben, c'est ce qui se produit sur l'ensemble des éléments pendant l'excitation des atomes lors de l'analyse spectrale. Donc, ce phénomène-là, ben, ça s'appelle tout simplement l'ionisation. Donc, l'atome perd un électron. Il devient donc, par définition en physique ou en chimie, un ion. Donc, l'atome est ionisé. Puis le fait que, là, maintenant, l'électron, vous voyez, là, il n'est plus là. Mais cette situation-là, que vous voyez telle quelle, avec seulement un électron dans la première couche, ça ne peut pas exister en réalité. C'est impossible. Donc, l'atome n'est pas équilibré physiquement, c'est impossible d'exister. Ce qui fait que tout de suite après, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un électron ailleurs, situé dans une couche supérieure, qui va aller quitter sa position pour aller remplacer l'électron qui a quitté l'atome dans la première couche. Donc, bien entendu, ça implique que l'électron qui va devoir se débarrasser d'une quantité d'énergie excédentaire qui correspond exactement à la différence de l'énergie qu'il possède dans le niveau supérieur pour pouvoir aller accéder euh, à la position manquante d'un électron dans la couche inférieure. Donc, nécessairement, si vous avez compris ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est que ça va impliquer, de part de l'atome ou de la part de l'électron qui va aller remplacer euh, la place qui est laissée libre dans la première couche, ça va impliquer une émission d'énergie sous forme d'un autre photon qui va quitter l'atome. Donc ici, on ne le montre pas. Ici, c'est une déviation. Donc, malheureusement, l'animation ne montre pas qu'il y a un photon d'émis. Donc, c'est l'effet photoélectrique que je voulais vous montrer qui est ici. Voilà. Et là, ce qui est important aussi, c'est que l'animation ne montre pas qu'il y a un électron qui va combler, mais il ne montre pas qu'il y a une émission de lumière. Par contre, vous avez remarqué qu'il y a un électron qui a quitté l'atome. Donc, l'électron, lui, finalement, il représente un courant électrique. Donc, quand tantôt je vous expliquais que c'est le phénomène que vous venez de voir, il est à la base même, par exemple, du détecteur de lumière à l'intérieur du spectromètre, des panneaux solaires, qui sont exactement le même type de composants, c'est des composantes à base de silicium. Ils génèrent chacun des courants électriques. Donc, dans le cas d'un panneau solaire, on utilise l'émission d'électrons pour générer un courant électrique et donc de l'énergie électrique.
Tandis que dans le cas d'une caméra CCD ou d'un détecteur CCD, qui lui aussi va débiter une émission d'électrons qui va débiter un courant électrique, ce courant électrique-là, il est mesuré par un ampère-mètre. Lui, il ne servira pas, bien entendu, à faire de l'énergie électrique. On va se servir du courant électrique, on va mesurer l'intensité du courant pour, en bout de ligne, en arriver à obtenir la concentration de l'élément qui a émis le photon. Donc, plus le photon arrive souvent, ça veut donc dire que plus il va y avoir d'électrons qui vont quitter les atomes de la matrice de silicium, plus le courant va être fort, parce que c'est ça par définition, un courant électrique, c'est une quantité d'électrons par unité de temps qui passe dans un conducteur. Donc, s'il y a beaucoup, mettons qu'on veut analyser, par exemple, le carbone dans l'acier, donc le photon du carbone va arriver sur le détecteur bien positionné. Et s'il y a beaucoup de carbone, mettons si on analyse une fonte avec 3% de carbone, ben, les photons émis par l'atome de carbone, il va en avoir plus. Fait qu'il va y avoir plus d'électrons qui vont absorber les photons dans plus d'atomes, plus d'électrons qui vont être émis, plus d'atomes ionisés, courant électrique plus fort. On mesure le courant électrique, puis avec une courbe de calibration, on fait une comparaison entre courant électrique mesuré dû aux photons provenant du carbone versus concentration du carbone dans l'échantillon. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. J'avais une autre animation que j'avais préparée, mais là, bizarrement, là, je ne la retrouve plus, mais je pense que je l'ai mis dans mes favoris. Fait qu'attendez un instant, je vais la retrouver ici. Photo électrique. Ouais, c'est celle-là. Donc, je vais vous montrer une autre petite chose, là. Donc ça, si vous me demandez c'est quoi, c'est un corps humain. Parce que j'ai trouvé une animation, c'est plus pour expliquer pour les radiologistes, mais ça s'applique pour nous autres aussi, les phénomènes des atomes. Donc, vous voyez ici, donc j'aime mieux cette animation-là. Là. Vous avez vu le photon arriver. Donc, premièrement, là, avant de vous aller plus loin dans mon explication, là, dans le modèle atomique, là, les couches ont les premières, deuxième, troisième, quatrième couches, elles ont des symboles. K, L, M. OK? La première couche n'a pas besoin de symbole. C'est le K permet on s'en sert pour identifier le changement de position d'un électron. Donc, le K, c'est la provenance. Mettons un électron qui quitte la couche K pour aller sur la première couche. Ça va être un photon, une longueur d'onde de la couche provenant de la couche K. Et ensuite, on se sert de lettres grecques ensuite pour dire combien de couches l'électron a traversé pour se rendre à la couche finale. Donc, peu importe, là, j'expliquerai ça à un autre moment donné, mais je le dis parce que là, on le mentionne, il est écrit dans l'animation, mais c'est pas important pour tout de suite. Là. Donc, vous voyez, le photon arrive. Donc, imaginez que c'est un photon qui arrive là, de la lumière émise par l'excitation d'un échantillon qu'on analyse au spectromètre. Et là, vous êtes ici, l'atome, c'est quoi? C'est un atome dans le détecteur. Hein, c'est un atome, imaginons que c'est un atome de silicium, parce que les détecteurs sont composés de silicium. Et là, le photon arrive, traverse certaines couches de l'atome, puis il finit par percuter un électron dans la deuxième couche, par exemple. Donc, vous voyez ici, là, l'électron, finalement, le photon disparaît parce que toute l'énergie a été absorbée par l'électron. Donc, l'atome est ionisé, il a perdu un électron, l'électron, il s'en va. Et là, vous voyez qu'il y a une place de libre dans la couche en question. OK? Et puis là, ben, il y a un électron d'une couche supérieure qui va aller le remplacer. Donc, il y a une place de libre ici, là. On va finir par allumer puis aller le remplacer. Donc, vacant, ça c'est place de libre. Quand vous allez à l'hôtel, là, aux États-Unis, c'est marqué vacancy là, dans sur le panneau lumineux de l'hôtel parce qu'il y a des chambres de libre. Et ici, c'est pas des chambres, c'est des places pour les électrons sur les couches respectives. Donc, et voilà. Et là, vous venez voir un électron dans une couche juste au-dessus. L'électron qui était placé ici, qui est allé le remplacer. Mais pour ce faire, il devait se débarrasser d'une quantité d'énergie. On va voir, je pense qu'on va voir un photon être émis de l'atome dans l'animation.
Ah, voyez-vous, l'électron lui-même, lui, il a laissé une place de libre qui va être comblée à son tour par un autre électron sur une couche supérieure. Voilà. Malheureusement, on ne voit pas l'émission de photons qui est associée à ça. Bon, je pensais qu'on pourrait le voir, mais non. C'est pas grave. Ah bah oui, et on le voit. Et voilà le photon. Il est juste pris du temps un petit peu. Et voilà. Donc vous voyez là, l'électron là, qui était dans la troisième couche, qui est allé remplacer l'électron qui s'est fait bombarder puis qui est parti. Mais vous voyez là, il a émis, là, c'est pas un ver de terre, ça là. C'est un photon. Donc, il s'est débarrassé de la quantité d'énergie excédentaire sous forme de rayonnement électromagnétique. Voilà. Le photon s'en va. Puis il va en avoir un autre aussi, l'électron au-dessus qui est allé remplacer. Lui aussi, il faut qu'il se débarrasse d'une certaine quantité d'énergie. Fait qu'il il devrait y avoir au moins deux photons, là, les amis. Bon, ici, mais ça c'est un corps humain, c'était pour expliquer la radiographie. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer avec ça. Je voulais pas non plus accorder trop de temps à ça non plus. OK. Donc, vous comprenez maintenant le principe. Donc, excitation des atomes par ionisation. Les électrons sont expulsés de l'atome. Et lors de la désexcitation, un électron descend sur la couche inférieure. Il y a équilibre avec le milieu. Donc, maintenant, on est prêt à aller spécifiquement dans des notions qui se rapprochent davantage de l'appareillage en analyse spectrale par spectromètre à émission optique. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on excite nos atomes par étincelage, donc avec un arc électrique. Donc, là, je vais commencer par dresser certaines généralités concernant la méthode d'analyse spectrale. Donc, la spectrométrie d'émission est fondée sur l'étude du spectre de la lumière émise par un objet. Donc, les atomes, là, lorsqu'ils acquièrent l'énergie, ils émettent de la lumière due au fait de la redescente des électrons d'une couche à l'autre. Donc, tant aussi longtemps que l'atome a de l'énergie, il va émettre de la lumière. Et dans différentes longueurs d'onde, dépendamment de quel saut de niveau d'énergie ça correspond. Donc, sur le Soleil, par exemple, vous savez que le Soleil éclaire beaucoup. Ben, c'est pourquoi que ça allume le Soleil, pourquoi qu'il est chaud, puis pourquoi qu'il émet de la lumière surtout. Ben, c'est parce que les atomes d'hydrogène et d'hélium, ben, ils ont beaucoup d'énergie, et donc les électrons dans ces deux atomes-là, ben, ils émettent, ils, ils émettent constamment énormément de photons. OK? Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est créée par une réaction de fusion nucléaire. Donc, autrement dit, là, de l'hydrogène se transforme en hélium, puis il y a même un petit peu d'hélium aussi qui se transforme en lithium sur le Soleil. Donc, c'est une réaction de fusion nucléaire, donc des éléments légers, des noyaux d'éléments légers qui fusionnent ensemble, donc protons, neutrons, pour former des éléments plus lourds. On appelle ça de la fusion nucléaire, mais ça dégage énormément d'énergie. Plus que de la fission nucléaire. Donc, il y a la fusion nucléaire. Fusion, ça veut dire que, on met ensemble, on fusionne ensemble. Donc, on rassemble ensemble des éléments. Donc, dans le cas des noyaux d'atomes, c'est qu'il y a des protons, des neutrons qui vont s'assembler. Et ça dégage énormément d'énergie, mais on peut faire le contraire aussi. On peut briser des noyaux. Ça s'appelle la fission nucléaire. Donc, ça, on connaît ça, puis on l'applique depuis une centaine d'années, ça, la fission nucléaire. Nos centrales nucléaires, là, qui fournissent de l'électricité à bien des endroits sur la planète, là, c'est la principale, c'est la deuxième principale source d'énergie en Europe, après le pétrole et le charbon. Les centrales nucléaires, eux, ils émettent de l'énergie en fissionnant
des noyaux d'atomes lourds, comme par exemple l'uranium 238 qui est le plus souvent utilisé. Mais on peut faire le contraire, c'est-à-dire prendre des éléments très 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 légers, comme l'hélium par exemple, et les fusionner ensemble pour faire des éléments comme le lithium ou le beryllium un peu plus lourds. Ça s'appelle la fusion, puis ça dégage 4 fois plus d'énergie par kilogramme de combustible, faire de la fusion nucléaire et de la fission. C'est l'énergie du futur, la fusion nucléaire. Parce que on a besoin d'éléments, qu'on a besoin de lithium et d'hydrogène. Donc, surtout l'hydrogène qu'on peut, qui est quasiment illimité sur notre planète, bien entendu. Les atomes d'hydrogène sont liés avec de l'eau. Donc, on peut fabriquer de l'électricité, c'est-à-dire de faire chauffer de la vapeur, des turbines, puis fabriquer de l'électricité comme on le fait dans une centrale à fission nucléaire. Mais là, on n'aurait plus besoin d'uranium. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a plus de radioactivité qui est émise non plus. Puis la quantité de combustible est de loin beaucoup plus importante que l'uranium. Et c'est beaucoup moins cher à produire aussi. Et il y a 4 à 5 projets de développement, une aux États-Unis, en Allemagne, il y a le projet, le projet collaboration avec la France et les Grandes-Bretagne. Donc, il y a des projets pilotes de centrales de fusion nucléaire et on projette que d'ici une trentaine d'années, on va être capable de faire de l'électricité avec la fusion nucléaire. Donc, c'est pas l'éolienne, c'est pas le solaire l'avenir. Le solaire et l'éolienne sont réservés à des besoins très très pointus et spécifiques comme des endroits isolés où là, il y a pas on ne peut pas transporter l'électricité dans des fils, donc là, ça peut être utile, mais pour alimenter les grandes villes, les régions densément peuplées, oubliez ça l'éolienne, oubliez ça le solaire, ça ne peut pas fournir de l'électricité de manière fiable à des usines, par exemple, qui ont besoin d'être alimentées 100% du temps, même nous, dans le résidentiel. Donc, on ne s'imagine pas finalement se passer de courant l'hiver parce que la lumière est pas assez. Il n'y a pas assez de lumière pour faire de l'électricité en hiver, surtout à nos latitudes, surtout dans le nord de l'Europe. Donc, et puis ça donne que c'est l'hiver qu'on a besoin de plus d'électricité. Donc, ça va pas bien, c'est mal parti. Puis d'avoir du courant juste quand il vente aussi, c'est pas pratique. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'on fait la promotion aujourd'hui dans nos sociétés autant de ces formes d'énergie-là qui sont dites qu'on présente comme étant renouvelables, alors que c'est complètement faux. Une éolienne, ça a une durée de vie de 15 à 20 ans. C'est pas renouvelable. Donc, faut la. Mais avec la fusion nucléaire, par exemple, là, je pense que pour le futur à long terme, vous n'avez qu'à vous informer sur Internet. Il y a différents projets qui avancent bien, puis que d'ici entre 30 et 50 ans, on devrait voir au monde la première centrale de fusion nucléaire qui va fournir du courant électrique. Bon, parenthèse fermée là-dessus maintenant, nécessite un dispositif qui fait dévier la lumière. Donc, un système, non seulement le système pour faire l'année spectrale, il faut, faut forcer les atomes à émettre leur longueur d'onde. D'un coup que ça s'est fait, ça prend un dispositif pour séparer les longueurs d'onde. Parce qu'au départ, toute la lumière est mélangée ensemble. Là. Donc, mais pour reconnaître les longueurs d'onde qui proviennent d'un élément à l'autre, ça prend un dispositif pour séparer les différentes longueurs d'onde. Donc là, on a déjà appris quelque chose là-dessus. Là. Avec les réseaux de diffraction, on sait que ça sert à ça. Donc il y a forcément un réseau de diffraction dans un spectromètre. Puis aussi, ça prend une composante. D'un coup que les lumières sont séparées, on les dirige vers un détecteur qui, lui, va être capable de mesurer l'intensité de la lumière. Comme un panneau solaire le fait, là, un détecteur qui va mesurer l'intensité. Et donc, il y a un travail de reconnaissance. Donc, il y a un aspect qualitatif, c'est-à-dire le spectromètre est capable de détecter s'il y a la présence, oui ou non, d'un élément d'alliage. Comme par exemple, si j'analyse un acier qui ne contient pas de chrome, s'il n'y a pas de chrome dans l'acier, il n'y aura pas de photons émis par du chrome. Donc, l'élément, il va être capable de dire, il n'y a pas de chrome dans l'élément parce que je ne reçois pas de lumière que seul le chrome est capable d'émettre. Dans le cas contraire, s'il y a du chrome dans l'acier, le chrome va être excité, il va émettre ses propres longueurs d'onde. Il y en a une ou deux parmi ces longueurs d'onde-là qui vont être captées par un détecteur judicieusement placé dans l'appareil qui va dire,
il y a du chrome parce que je reçois la longueur d'onde du chrome. Donc, et en plus, le détecteur, ben, il va être capable, en mesurant le courant, de nous dire combien il y a de chrome dans l'échantillon. Donc, vous voyez, là, déjà à ce moment-ci, là, vous avez déjà une très bonne idée du principe de fonctionnement du spectromètre. Il reste à aller un peu plus dans les détails, là. Donc, ionisation d'un atome, ça, je ne reviens pas là-dessus, là. Je l'ai expliqué avec l'animation. Méthode d'excitation de l'échantillon. Donc, nous, avec notre spectromètre, on excite les échantillons thermiquement à l'aide d'un arc électrique. Donc, vous savez qu'en soudage, par exemple, donc, quand on fait du soudage à l'arc, ben, il faut fusionner le métal pour faire le joint, puis on utilise un arc électrique. Un arc électrique, c'est quoi? Ben, un arc électrique, dans le fond, là, c'est des ions qui circulent dans un gaz, là, donc à très haute température. Donc, nous, notre œil, elle voit ça comme étant un arc, on appelle ça un arc électrique. Et ça dégage énormément de température. Donc, les ions là, qui bombardent l'échantillon, ça génère beaucoup de chaleur de manière très intense et très rapide. Donc, il faut chauffer l'échantillon avec suffisamment d'énergie pour atteindre une température suffisante pour ioniser à peu près tous les atomes qui vont être finalement en contact avec l'arc électrique. Donc, pour la plupart des éléments, là, la force nécessaire pour ioniser les atomes, c'est un petit peu, c'est autour de 9,5 électronvolts. L'électronvolt, c'est une force, c'est la force que ça prend. Vous voyez, l'électron, là, les électrons d'un atome, ils sont attirés par le noyau. Donc, il s'agit que si moi, je veux prendre un électron de la première couche, puis le prendre, puis l'arracher de l'atome, ça prend une force. On l'exprime en électronvolts. Donc, la plupart des éléments, là, les électrons qui sont les plus difficiles à arracher, c'est les électrons dans la première couche des atomes lourds. Donc, qui a beaucoup de protons. Plus il y a de protons dans le noyau, c'est les protons qui attirent les électrons vers eux. Donc, puis d'autant plus que les électrons près du noyau, ils sont près du noyau parce qu'ils sont fortement retenus. C'est toujours les électrons de la dernière couche qui sont les plus faciles à arracher. Donc, on va ioniser finalement, on va dégager suffisamment d'énergie pour faire en sorte d'ioniser les éléments, pour qu'ils se retrouvent dans l'arc électrique aussi. Donc, il y a quelques exceptions à ça. Par contre, carbone, soufre, phosphore, leur potentiel d'ionisation est légèrement supérieur. Mais, mis à part ça, la part des éléments, on est capable d'atteindre en bas de 10 électronvolts l'ionisation nécessaire. Carbone, soufre, phosphore, ce sont des éléments qui sont un peu plus particuliers dans le domaine de l'analyse spectrale. Pas parce qu'on les retrouve tout le temps dans les aciers, c'est un hasard, là. C'est juste que, purement en termes de physique, là, la plupart de leurs raies spectrales sont dans des fréquences assez élevées, donc des longueurs d'onde petites, généralement en bas de 200 nanomètres. Et ça pose une certaine difficulté à l'analyse du carbone, du soufre et du phosphore dans le domaine spectral. Pourquoi? Parce que 200 nanomètres et moins, là, je dirais, entre 120 et 200 nanomètres, qui sont des longueurs d'onde que, essentiellement, l'ionisation du carbone, du soufre, du phosphore vont émettre. Donc ça, c'est pas, nos yeux sont pas capables de voir ça, là. On est dans l'ultraviolet. Mais ces longueurs d'onde-là sont absorbées par l'oxygène de l'air. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même qu'on exciterait ces éléments-là, carbone, soufre, phosphore dans l'échantillon, si la lumière qui sort de l'échantillon traverse de l'air, de l'oxygène, ben on perd toutes les longueurs d'onde, puis on est donc au détecteur dans l'appareil de ces longueurs d'onde-là, même s'il y a du carbone, du soufre et du phosphore, puis qu'on réussit à exciter ces atomes-là, jamais les longueurs d'onde vont atteindre le détecteur, donc on va toujours penser qu'il n'y a pas aucune trace de carbone, aucune trace de soufre et de phosphore. Et ça donne que c'est à peu près, de manière assez générale, là, dans tous les aciers, lorsqu'on fait de l'analyse chimique, ça donne que c'est à peu près les trois principaux éléments
qui sont à contrôler dans tous les aciers. Donc, bien entendu, quand on fait un acier allié, là, puis qu'on a ajouté du chrome, ben oui, on s'intéresse à la teneur en chrome pour savoir si notre charge a réussi. Mais on s'intéresse pour tous les aciers qui en contiennent ou pas des éléments d'alliage. Le carbone est toujours dans les aciers, on le contrôle tout le temps. Le soufre et le phosphore aussi, parce que le soufre et le phosphore, ce sont les deux principales impuretés dans les aciers. Hein, vous avez appris là, dans votre cours d'alliage ferreux probablement que le soufre et le phosphore, lorsqu'ils sont trop concentrés dans l'acier, ils fragilisent l'acier. Le soufre peut même empêcher le laminage à chaud de l'acier. Parce que l'acier, le soufre forme des sulfures de fer en bordure de grain à haute température, ce qui incite donc la pièce lors du laminage à déchirer. Fait qu'on ne serait pas capable de laminer l'acier s'il y a trop de soufre. Puis le phosphore, lui, il fragilise l'acier à l'ambiance en service. Il rend l'acier très fragile. Le soufre aussi participe à cette fragilité-là à basse température. Donc, très important de contrôler le soufre et le phosphore. Mais ça donne qu'eux autres, ils émettent essentiellement dans les UV qui sont absorbés par l'air. Donc là, vous avez la raison maintenant pourquoi il y a des petites bouteilles. Ben, des bouteilles bleues, c'est quand même des bouteilles de 9, 9, je me souviens plus de l'unité. En tout cas, c'est de taille 9. Donc, il y a des grosses bouteilles bleues. Chaque appareil, chacun des spectros est relié constamment à une bouteille d'argon extra pure. Donc, la pureté des bouteilles qu'on utilise, nous, c'est de l'argon à 99,995%. Le point 005, là, c'est des traces. Il y a peut-être un petit peu d'azote, un petit peu d'oxygène, là, mais c'est très pur. Donc, c'est de l'argon de haute pureté. Et on utilise cet argon-là, entre autres, pour certaines applications très pointues et très spécifiques, comme, justement, notre spectromètre à émission optique. Donc, même si on utilise de l'argon moins pur, on en a déjà fait de l'expérience sur plusieurs années en voulant économiser de l'argent, on n'est pas du tout précis sur le carbone. Là. Il y a trop d'oxygène, probablement dans les impuretés, puis on perd une certaine intensité de longueur d'onde, puis ça crée des erreurs d'analyse. Fait qu'on y va avec un argon extra pur. Les UV, dans l'argon, ils ne sont pas du tout absorbés. Donc l'argon est un atome, c'est pas une molécule, c'est un élément du tableau périodique qui fait partie des gaz rares. Donc, parce que c'est pas une molécule, il est pas. L'UV passe à travers comme si rien n'était. Donc, la raison pour laquelle les UV, les ondes électromagnétiques de 200 nanomètres à 150 sont absorbées par la molécule d'oxygène, c'est que la taille de la molécule est dans le même ordre de grandeur que la longueur d'onde de 150-200 nanomètres. Et donc, ce qui arrive, c'est que ces deux atomes qui sont liés ensemble, imaginez qu'ils sont comme attachés par des ressorts. Et mettons que quand l'onde électromagnétique, c'est un peu comme si vous preniez deux boules attachées par des ressorts, là, puis que vous les faisiez bouger, là, ils bougent. Fait qu'ils rentrent en vibration, puis absorbent l'énergie. Donc, il y a une absorption qui se fait. Donc, mais l'argon, lui, c'est un atome, c'est pas une molécule. Il n'y a pas de lien chimique. Donc, il n'est pas capable, la longueur d'onde UV, elle ne peut pas faire vibrer deux ou plusieurs atomes ensemble quand l'atome est tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est transparent. Soit dit en passant, là, ce phénomène-là, c'est la base même de l'effet de serre qu'on appelle. Là, c'est que le CO2, qui est une molécule, carbone, deux atomes d'oxygène, qui est en forme en linéaire, donc un atome de carbone au centre, puis en ligne avec deux atomes d'oxygène de chaque côté, ben, il est capable de rentrer en vibration quand que certaines longueurs d'onde dans l'infrarouge passent à travers. Donc, le CO2, la molécule absorbe l'énergie par le mouvement vibratoire des atomes d'oxygène par rapport aux atomes de carbone. Et en vibrant, ben, la molécule réémet d'autres longueurs d'onde dans toutes les directions. Donc, c'est ça l'effet de serre, c'est que le rayonnement solaire qui ne sont pas des pas uniquement constitués d'infrarouge, mais de la lumière visible, UV, etc., traverse l'atmosphère, chauffe le sol, et le sol absorbe toutes les longueurs d'onde, et les molécules du sol réémettent de l'infrarouge vers le ciel, et la vapeur d'eau et le CO2 vont réabsorber ces longueurs d'onde-là et les réémettre dans toutes les directions. Donc, il y en a une moitié qui est réémise vers la Terre, puis il y en a une moitié qui est réémise vers l'espace. Donc, ça, c'est à la base de l'effet de serre.
Généralité, méthode d'excitation de l'échantillon encore. Il y a d'autres informations essentielles à dire ici. Donc, méthode privilégiée pour l'excitation, c'est la méthode électrique pour nous autres. Ben, pour les spectromètres à émission optique. Aujourd'hui, en 2020, là, tous les spectromètres fonctionnent sur la base de l'excitation par étincelage. Donc, parce qu'on pouvait aussi, anciennement, on pouvait utiliser la flamme. Mais c'est très peu efficace. On préfère utiliser maintenant la méthode par étincelage parce que c'est plus rapide et parce que on est certain d'être capable d'ioniser tous les éléments de manière très efficace. On a un bien meilleur contrôle sur des paramètres électriques qui créent l'arc électrique qu'on en a pour une flamme, par exemple. Donc, et plus d'énergie plus rapidement aussi. Donc, nous, là, notre principe, notre système, notre méthode d'excitation, c'est étincelage sous argon. En anglais, ça s'appelle Spark Excitation. Donc, avantage de la méthode électrique, comme je l'ai dit, la source d'énergie est très disponible. Ça prend juste du courant électrique. Donc, ça, c'est un avantage. Plutôt que d'acheter du gaz là, pour faire une flamme, c'est plus pratique de brancher d'une prise électrique. Donc, c'est plus facile, plus simple. Permet un contrôle très fin des caractéristiques de la source d'énergie. Comme je disais tantôt, on peut peaufiner les paramètres électriques de façon à individualiser l'excitation des différents éléments dans l'alliage. Donc, optimisation de l'efficacité de l'analyse. Je ne sais pas si votre mémoire vous permettrait de vous souvenir que lorsqu'on a analysé les leptons la session dernière, là, dans le troisième lab d'alliage léger, donc j'ai fait une petite démo là, à tour de rôle d'une équipe à la fois sur le spectromètre pour analyser le zinc de vos leptons. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez que lorsque vous entendiez l'arc électrique, là, la fréquence a changé 3, 4 ou 5 fois. Donc, c'est pourquoi il faisait ça? C'est que on, le système, lui, nous, ce qui nous intéressait dans le lab, c'était le zinc. Mais le système analysait pas mal autre chose. Le plomb, l'étain, le zinc, le bismuth. Donc, des éléments qu'on peut retrouver, là, qui sont contrôlés normalement dans les fonderies là, qui font du laiton puis du cuivre. Là. Ben, pour exciter là, de manière optimale tous les éléments, ben, l'excitation se faisait en groupe. Donc, en trois. Donc, il y a des groupes d'éléments qui sont plus facilement ionisables avec une fréquence d'arc électrique donnée, une fréquence électrique et un courant électrique donné. Donc là, vous entendiez pendant 4-5 secondes là, une certaine fréquence qui optimisait l'excitation d'un certain groupe d'éléments. Et ensuite, là, l'arc électrique, on voyait là, avec l'oreille, ça changeait, le son changeait un petit peu. Donc, pour exciter de manière préférentielle un autre groupe d'éléments. Fait que ça permet de faire en sorte qu'au total, là, après l'analyse, tous les éléments ont été également excités à leur plein potentiel. Donc ça, on ne peut pas faire ça avec une flamme, par exemple. Donc, c'est ce que ça permet la méthode électrique. Et la méthode électrique, ben, ça implique l'ionisation du gaz. Donc, l'argon, là, OK, bon, méthode, oui, OK, parfait. Parce que j'avais peur que ce ne soit pas mentionné dans le PowerPoint, mais je le fais. Donc, l'argon, j'ai dit qu'on mettait de l'argon pour, entre autres, la première raison que j'ai mentionnée, parce que certains éléments importants qu'on analyse, dans les plus légers, entre autres, qui émettent beaucoup d'UV lorsqu'on les excite, puis qu'on se sert de ces UV-là pour analyser, mais l'UV ne doit pas être en présence d'air parce qu'il est absorbé. Donc ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on doit utiliser de l'argon très pur. Mais ce n'est pas la seule. L'argon a d'autres rôles dans l'analyse spectrale. Donc, l'argon qu'on injecte dans la chambre d'étincelage, entre autres, okay, là où la chambre d'étincelage, c'est la chambre en dessous de laquelle se trouve l'échantillon, puis dans laquelle l'arc électrique est provoqué, ben, s'il n'y avait pas d'argon, si c'était de l'air, ce serait beaucoup plus difficile à l'arc électrique de s'amorcer. Donc, on serait peut-être même pas capable, l'arc électrique serait peut-être pas capable de s'amorcer, donc on n'arriverait pas à brûler l'échantillon. Donc, l'argon, c'est un élément qui est beaucoup plus facilement ionisable que la molécule d'oxygène et la molécule d'azote.
Donc, l'arc électrique, en réalité, c'est quoi? C'est de l'argon ionisé à haute température. Donc, et ça permet, la présence d'argon permet donc de créer l'arc électrique et de faire monter très rapidement en température la surface de l'échantillon et exciter les éléments qui l'y contiennent. Donc, ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles on utilise de l'argon pur. Il y a des pauses entre deux arcs. Donc, l'arc électrique, dans le fond, là, c'est un arc qui n'est pas continu. Il est intermittent. Donc, il est amorcé et désamorcé plusieurs centaines de fois par seconde. Et il y a une pause entre chaque amorçage et désamorçage. Tout se fait très rapidement. C'est plus vite que l'œil, puis c'est plus vite que notre cerveau. Là. Donc, il y a un retour à l'équilibre thermodynamique, parce qu'il y a de la vapeur qui se crée. Donc, la vapeur, les éléments ionisés, avec la vapeur du métal en surface, et qui finit par avoir la même composition chimique que le métal fusionné. Donc, ce qui arrive, là, c'est que les éléments, au départ, dans l'échantillon à la surface, l'arc électrique là, a ionisé les éléments, puis du coup que les éléments sont ionisés, ils ne peuvent plus rester dans le métal, ils vont embarquer sous forme gazeuse dans l'arc électrique, ionisé. Donc, les éléments du métal se retrouvent dans l'arc électrique. Mais pas tous, là, juste une certaine couche, une certaine partie. Et là, l'arc électrique va prendre la lumière, elle va avoir une certaine teinte qui correspond au mélange de toutes les longueurs d'onde émises par tous les éléments qui faisaient partie de l'échantillon, en plus des longueurs d'onde émises par l'argon. Voilà. L'autre raison pour laquelle on utilise l'argon, une troisième, c'est que l'échantillon de métal, de manière localisée, devient extrêmement chaud. Là, on atteint le point de fusion. Là. Et qu'est-ce qui arrive aux aciers? Par exemple, lorsqu'on les chauffe à très haute température, comme dans un four au traitement thermique, ben, ils s'oxydent. Donc, ils vont créer de l'oxyde. Donc, comme quand on fait du traitement thermique, là, vous l'avez constaté avec vos pastilles d'acier lors du premier laboratoire en traitement thermique, lors de la trempe étagée. Donc, au début, je vous ai donné des pastilles qui étaient sur le métal, là, brillantes. Puis quand vous les avez sorties du four et du sel, ben, il y avait une couche de calamine dessus. Donc de l'oxyde de fer qui est noir, dont vous avez dû enlever avant de prendre vos duretés. Mais c'est ça qui va se passer aussi si on laisse de l'air dans la chambre d'étincelage. L'oxygène va aller rapidement oxyder le métal et l'arc électrique va se désamorcer à cause de ça aussi. Donc ça va empêcher l'analyse. Donc ça prévient aussi l'oxydation du métal, le fait de remplacer toute l'air par de l'argon. Ça permet de protéger l'électrode de tungstène, qui est l'électrode qui est placée au centre de la chambre, vers le haut. La pointe est vers le haut. Quand on place l'échantillon, il y a une distance d'environ 3 mm qui sépare la pointe de l'électrode de tungstène avec la surface de l'échantillon. Donc, ça évite son oxydation à elle aussi, puis sa durée de vie, ça augmente sa durée de vie à l'électrode. Par la présence de l'argon, on s'assure que toute l'énergie électrique est dirigée dans le métal. Donc, l'électrode de tungstène reste froide. Oui, parce que les électrons vont vers la pièce. C'est la pièce qui est bombardée, et non pas l'électrode. Donc, l'électrode, elle est, en réalité, là, elle est la cathode là-dedans, dans le système électrique. Donc, on évite la contamination aussi. Donc, les paramètres d'opération du spectromètre, c'est environ 35 volts, 35 électronvolts et un courant de 100 ampères. Ça, c'est dans l'ordre de grandeur des paramètres électriques. Donc, ici, ce que vous avez, là, c'est un petit schéma bien, très, très simpliste, mais quand même qui permet d'avoir une bonne idée de l'ensemble du spectromètre. Là. Donc, on a un échantillon que l'on va exciter sur sa surface avec un arc électrique, électrode de tungstène, arc électrique représentant orange. Vous voyez, le résultat, il y a une petite brûlure sur l'échantillon, comme vous avez vu sur vos échantillons de laiton à la session dernière. Donc, il y a une émission de lumière. L'arc électrique arrache les atomes. Les éléments contenus dans l'échantillon ont donc l'opportunité d'émettre leur signature spectrale, leurs différentes longueurs d'onde correspondant au retour des différents électrons sur des couches inférieures, comme on l'expliquait auparavant. Ensuite, cette lumière totale-là qui est mélangée est dirigée vers un système optique qui est représenté assez simpliste ici. C'est pas vraiment ça là, que vous voyez à l'écran, mais c'est juste pour expliquer que
on finit par faire une séparation des longueurs d'onde avec un système optique que je vais vous présenter plus en détail plus tard. Donc, toutes les longueurs d'onde ici vont être séparées, prendre des directions différentes par les flèches et arriver de manière suffisamment séparée, arriver sur un ensemble de détecteurs. Donc, tantôt, je vais vous expliquer que chaque détecteur est fixe dans l'appareil et placé à des endroits très, très spécifiques pour recevoir certaines longueurs d'onde spécifiques. Donc, en détail, là, un spectromètre, les principales composantes, c'est un dispositif d'étincelage. Okay, la chambre d'étincelage avec le tungstène. Il y a une fibre optique aussi qui dirige la lumière vers un premier miroir sphérique qui va focaliser le faisceau, qui va rendre le faisceau parallèle, je vais l'expliquer tantôt. Ensuite, le faisceau parallèle est envoyé vers une fente et ensuite vers un réseau de diffraction qui va séparer les longueurs d'onde. Donc, là, il y a une fente principale de diffraction suivie du réseau de diffraction et à la sortie du réseau de diffraction, les différentes longueurs d'onde prennent toutes des directions différentes et elles vont finir par être envoyées vers une série de détecteurs CCD. Donc, ici, mode de fonctionnement dispositif d'étincelage un peu plus en détail. Donc, vous avez l'intérieur d'une chambre d'étincelage, l'électrode de tungstène, l'échantillon, vous avez une ouverture, comme vous l'avez observé lors du moment où vous êtes venu vers vos analyses spectrales. Et donc, c'est à travers l'ouverture que l'arc électrique va pouvoir atteindre l'échantillon et brûler l'échantillon et exciter les éléments. Donc, toute la chambre intérieure, elle est remplie d'argon. Donc, quand on fait une analyse, là, il y a une étape de remplissage d'argon, malgré que le spectromètre est toujours relié à la bouteille. Même quand le spectromètre ne fonctionne pas, là, de temps en temps, il se prend de l'argon pour faire en sorte que la chambre d'étincelage ne soit pas trop contaminée par l'air. Donc, vous voyez l'argon avec la flageote qui rentre dans la chambre d'étincelage. Donc, le but est d'ioniser l'argon. L'argon permet la transmission de l'énergie. L'argon prévient l'oxydation des éléments, comme on l'a dit tantôt. L'argon permet de garder l'électrode froide. Ensuite, c'est l'étincelage. Donc, vaporisation de microgrammes de l'échantillon. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments, là, mais tous les atomes dans les premières couches sur l'échantillon vont finir par se retrouver à l'état ionisé dans l'arc électrique et accompagner l'argon ionisé. Et là, vous allez avoir toutes les émissions de lumière. Donc, c'est pas non seulement c'est la surface d'échantillon qui s'allume, mais c'est aussi l'arc électrique. Et, soit dit en passant, petite parenthèse, là, quand l'analyse est terminée et l'arc est désamorcé complètement, les atomes qui étaient dans l'arc, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils flottent dans l'arc électrique. Quand l'arc électrique n'est plus là, ces éléments-là retombent par gravité dans le fond de la chambre d'étincelage. Et elles sont recueillies par un système de recueillement. En bas, il y a un système d'eau et de filtre qui recueille les éléments, les éléments monoatomiques qui ont été arrachés de l'échantillon, pour éviter que ces éléments-là se retrouvent sous forme de poussière et qu'on en respire pendant l'analyse. Voilà. Donc, étape 4, l'arc électrique continue. Les électrons absorbent l'énergie, ce qui permet aux électrons de passer à un niveau supérieur, comme on l'a expliqué, et donc de redescendre aussi à des niveaux inférieurs. Ensuite, retour au repos, les électrons reviennent à leur place d'origine. Et là, c'est là que, comme on l'a expliqué plus tôt, que la lumière est émise, par la redescente d'électrons sur des couches inférieures. Et là, à l'intérieur de la chambre d'étincelage, il y a deux fibres optiques qui recueillent la lumière. Donc, il y en a une pour deux domaines de longueur d'onde. Il y a une fibre optique qui vont être envoyées finalement au même endroit. Et puis, il y a aussi une fibre optique pour les UV. Donc, il y a une petite faute d'orthographe, optique avec un C. Là, ça y est. Voilà. Maintenant, si on regarde le système un petit peu plus de manière au niveau plus global, au niveau du système optique, vous voyez, ce que vous avez de représenté sur l'image ici, c'est la disposition des trois éléments principaux qui constituent le système optique.
Le premier élément, c'est la fente d'entrée. Donc, c'est par là que la lumière provenant de la fibre optique, provenant finalement de l'émission de lumière des échantillons va arriver, il va rentrer. Il va y avoir un phénomène de diffraction qui va se faire à la fente d'entrée. Et là, on ne le montre pas parce que l'image est beaucoup plus simple que ce que en réalité on a. Vous avez la lumière en noir, elle est dirigée vers un réseau de diffraction, donc qui était représenté par une plaque grise ici. En réalité, le réseau de diffraction, il n'est pas plan, il est courbé. Donc, tantôt, je vais expliquer ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et le réseau de diffraction, c'est lui qui fait créer la séparation des différentes longueurs d'onde, qui vont toutes prendre des directions différentes. Et les détecteurs sont disposés en arc de cercle ici. Donc, tous les dispositifs, tous les détecteurs, la fente d'entrée ainsi que le réseau de diffraction, ils sont situés sur un même cercle. Donc, on appelle ça le cercle de Rowland. Sinon, ce qui arrive, c'est que les longueurs d'onde n'arriveront pas au bon endroit. Donc, il faut que ce soit tout sur un même cercle. Et que la disposition des détecteurs corresponde exactement, sont en forme en arc de cercle, disposés en arc de cercle comme ça, exactement positionnés sur le cercle de Rowland. Donc, le rôle essentiel d'un spectromètre optique, c'est de séparer les composantes de la source polychromatique. Donc, polychromatique, c'est-à-dire le mélange des lumières, émises par l'échantillon avec une dispersion suffisante. Donc, il y a l'aspect qualitatif, repérage des éléments, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et l'aspect quantitatif, mesure photoélectrique grâce au détecteur CCD. Le réseau, qui est un réseau de diffraction, c'est lui qui crée la séparation des lumières. Ben, vous voyez l'image en bas, là, où on a une lumière incidente, on la fait passer à travers un prisme, puis là, il y a une séparation des lumières, comme j'ai expliqué la capsule précédente. Mais cette séparation des lumières-là, elle est provoquée par le phénomène de réfraction. Donc, du fait que dans le prisme, la vitesse de la lumière, elle diminue, et tout dépendant de la longueur d'onde, pour s'accommoder du changement de vitesse, il faut que la longueur d'onde s'ajuste, et cet ajustement va dépendre de la longueur d'onde. Donc, c'est pour ça que les différentes longueurs d'onde vont prendre des directions différentes. Mais ici, le réseau de diffraction, il ne fonctionne pas sur la base de la réfraction. Donc, c'est par un phénomène d'interférence constructive. Okay? Un réseau de diffraction, c'est un miroir. Donc, vous connaissez les réseaux de diffraction par fente, comme on a expliqué plus tôt. Donc, le phénomène d'interférence, l'expérience qu'on dit, l'expérience de Young, qui était une expérience qui visait à prouver, là, je vous expliquais la semaine passée qu'il y avait un groupe de physiciens qui prônaient le fait que les ondes électromagnétiques, que la lumière était des ondes électromagnétiques. Ils l'avaient prouvé, entre autres, par l'expérience de Young, le fait que la lumière pouvait interférer pour faire des franges d'interférence. Bon, il s'agit de faire passer la lumière à travers un réseau de fentes. Mais le réseau, c'est pas des fentes. C'est un miroir. Mais c'est un miroir très spécial. C'est un miroir sur lequel on a fait des traits. Donc, on a gravé des lignes dessus. Okay? Et ils sont très nombreux, les traits. Le réseau de diffraction, dans nos spectromètres, il y a 3600 traits de gravés, un à côté de l'autre, sur une distance d'1 millimètre. Et là, le réseau, il fait à peu près 8 cm de long, à peu près. Okay? Donc, à chaque millimètre, il y a 3600 traits. Donc, la densité des traits est très élevée. Donc, pour la dispersion maximale des fentes, des différentes, ici, vous devriez lire des différentes. Là, je petite faute, peut-être la corriger tout de suite, parce que ça m'énerve quand je fais des fautes. J'écris vite des fois. Et voilà. Dans l'échantillon. Et voilà, ça c'est correct. Donc, pour la dispersion maximale des différentes... Ah, un autre faute. Ah, ben, ça va pas bien, mes affaires. Il manque un i maintenant. Voilà. OK.
Donc, des différentes longueurs d'onde de la lumière provenant de l'excitation des éléments dans l'échantillon. Donc, c'est le très grand nombre de traits, un peu comme le très grand nombre de fentes dans le panneau. Vous avez montré avant que plus il y avait de fentes, plus les franges étaient minces. OK? Ici, c'est l'équivalent. Plus il y a de traits de gravés sur le miroir, sur une longueur donnée, plus les franges lumineuses sont minces et plus aussi les différentes longueurs d'onde vont être distancées les unes des autres au niveau angulaire. Donc, c'est très important dans les spectrales parce que si, mettons, j'analyse du cuivre et du nickel dans un échantillon, mais le cuivre et le nickel, c'est des atomes quasiment jumeaux. Ils se ressemblent beaucoup, ils sont voisins, ils sont un à côté de l'autre dans le tableau périodique. Il y en a un qui a un proton de plus, puis l'autre a un proton et un électron de plus que l'autre. Donc, les niveaux d'énergie sont très semblables, de sorte que les différences d'énergie sont très, très, très semblables. Donc, ils émettent à peu près quasiment les mêmes longueurs d'onde. Pas tout à fait, mais presque. Mais pour être capable de différencier le nickel du cuivre, okay, il faut être capable de séparer les deux longueurs d'onde très voisines provenant du cuivre et du nickel de manière la plus efficace possible. Donc, c'est plus efficace avec un miroir gravé qu'avec un panneau dans lequel on ferait passer la lumière. Il n'est pas possible de faire un panneau en perçant 3600 ouvertures par millimètre. Mais c'est possible en faisant des gravures sur un miroir. Et on obtient le même résultat, mais beaucoup plus efficace. Puis là, je parle de miroir. Là, ça me fait penser. OK, je vais aller je vais sauter quelques diapos, mais en même temps aussi, je vais regarder le temps que j'ai consommé pour cette présentation-ci. Je ne vais pas dépasser 57. OK, je vais finir avec ça. Le temps passe très vite en donnant des cours en ligne. Bon, en tout cas. Donc, regardez. Comment ça se fait que sur un miroir, je peux faire un effet de lumière, de séparer les longueurs d'onde? Mais regardez, les facettes du miroir, là, quand on fait des gravures, là, ça fait comme des petits escaliers comme ça. OK? Donc, c'est pas un miroir lisse. C'est un miroir avec plein de petites gravures dessus. Donc, mettons, les vallées que vous voyez ici, c'est comme les traits, là, les gravures. Puis quand la lumière, elle arrive avec un certain angle, OK? Tout dépendant de ce que la lumière arrive, elle va arriver sur différentes marches. Et elle ne va pas réfléchir comme sur simplement, bêtement, comme sur face plane. Là. Donc, elle va rebondir presque à angle droit et être renvoyée dans une direction, dans plusieurs directions. Mais ça va être la même chose sur chacune des deux autres marches de chaque côté. Donc, ça va créer quoi, ça? Ça va créer de l'interférence. Comme quand on fait traverser la lumière entre des fentes, on peut créer de l'interférence aussi en faisant réfléchir ou en faisant rebondir la lumière sur un plan réseau gravé comme ça. Donc, ça aussi. Donc, ça fait un effet. Il y a des zones dans lesquelles la lumière elle va s'interférer parce qu'on génère des distances différentes sur différentes directions. Et il y a des directions sur lesquelles une longueur d'onde va s'interférer de manière constructive. Puis dans les autres directions, ça va être de l'interférence destructive. Donc, ça fait en sorte de faire une séparation des longueurs d'onde de différentes directions aussi. Je vais terminer là-dessus. Okay? Donc, on appelle ça un réseau de réflexion. Fait que, sans faire de mauvais jeu de mots, je vais terminer en vous disant, faites une belle réflexion sur les réseaux de réflexion pour bien comprendre la matière. Puis, je reprends dans une nouvelle capsule la semaine prochaine.